Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Bonjour. Volodymyr Zelensky ne se rendra finalement pas à Riyad, en Arabie Saoudite, aujourd'hui pour participer aux discussions sur la fin du conflit en Ukraine. Il réclame des pourparlers équitables, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Est-ce qu'il a des chances d'être entendu par les Américains et les Russes ? Il a raison de s'exprimer, parce que la réalité de la situation, c'est qu'on est en train d'assister à une espèce de quitus donné par les États-Unis à l'agression russe en Ukraine. Et il déclare, et il a raison, en Ukraine c'est chez moi. Et que si on discute du territoire ukrainien, il faut le faire avec moi. Ça veut dire que les pourparlers pour le moment ne sont pas équitables. Pardon, non. La réalité, je vais vous dire le fond de ma pensée. Tout se présente comme si nous étions dans une espèce de renversement d'alliance. Les mots sont forts, mais je le ressens comme ça. Nous n'y sommes pas encore. Mais quand je remarque, depuis que le président Trump est arrivé aux responsabilités, d'abord toutes les piques qui ont été envoyées s'adressent uniquement aux amis historiques des États-Unis. Que ce soit le Canada, que ce soit le Danemark, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Allemagne. Ou les Européens. Je rappelle, oui, la Grande-Bretagne. Je rappelle l'espèce d'humiliation que le vice-président Vance a commis à l'égard des autorités allemandes lorsqu'il est allé à Munich. Bref, tout se passe comme si on justifiait les opérations menées par Poutine contre la sécurité européenne. Tout se passe comme si on justifiait l'agression de la Russie en Ukraine. Ça fait 3 ans. Et tout cela est au grand bénéfice de Poutine. Donc, vous tout parlez se de passe comme s'il y a des amorces de renversement d'alliance. Renversement d'alliance, c'est important ce que vous dites ce matin, Jean-Yves Le Drian. Je sais que c'est important. Ça veut dire que les Américains ne sont plus nos alliés, ce sont les alliés des Russes. Je dis, tout se passe comme si. Alors, j'espère que je me trompe. Mais aujourd'hui, quand on lit les journaux, quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a un accord complet entre les États-Unis et entre le président Trump et Poutine pour faire en sorte que l'agression russe à l'égard de l'Ukraine soit reconnue et qu'on passe à autre chose. Ce qui fait qu'on est en train d'assister à la reconstitution de grandes zones d'influence dans le monde. C'est-à-dire que le président Trump considère que la partie américaine c'est chez lui, d'où le Canada, d'où le Golfe d'Amérique à la place du Golfe du Mexique, et finalement tout cela c'est le continentalisme américain qui revient un peu au 19e siècle, et puis de l'autre côté, les Russes, vous faites ce que vous voulez dans votre zone, on vous laisse faire. Et c'est comme ça la loi du plus fort. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est un renversement de l'état du monde depuis 1945. D'ailleurs, Marco Rubio lui-même dit l'ordre du monde... Le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine. Marco Rubio dit l'ordre du monde d'aujourd'hui, c'est une arme contre les États-Unis. Bref, la situation est très inquiétante. Avec également, et ça va peut-être apporter de l'eau à votre moulin, à ce que vous nous dites ce matin, cette réponse américaine de Donald Trump au propos de Volodymyr Zelensky, c'était cette nuit, écoutez. La situation en Ukraine, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Il y a une loi martiale et le président, je déteste le dire, mais il est descendu à 4% d'opinion favorable. Et ils veulent être à la table des négociations, mais les Ukrainiens pourraient répondre qu'ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai entendu « Oh, on n'a pas été invité ». Mais vous l'avez été pendant 3 ans. Vous auriez pu arrêter la guerre, vous n'auriez jamais dû la commencer et vous auriez pu négocier un accord. Jean-Yves Le Drian. Ça conforte ce que j'ai dit. La réalité, c'est que le président Poutine n'a toujours eu qu'une obsession, empêcher l'Ukraine démocratique d'exister, d'une part, retrouver progressivement l'espace d'influence qu'avait l'Union soviétique antérieurement, et puis fragmenter l'Europe. C'est les 3 objectifs de Poutine. Sauf que là, c'est le président américain qui parle, Jean-Yves Le Drian, et il dit même dans cette déclaration, l'Ukraine n'aurait pas dû provoquer cette guerre. Donc c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est l'agressé qui devient agresseur. Ce qui m'incite à dire, je me demande si nous ne sommes pas au début d'un renversement d'alliance. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop prudent ? Je me demande si ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un lâchage en règle de Volodymyr Zelensky. C'est une interrogation lourde sur l'organisation du monde de demain et c'est une préoccupation lourde pour nous, Européens. Et pour les Français en particulier, parce que c'est notre sécurité qui est mise en cause. Donc il faut qu'on se réveille. Parce que j'ai fréquenté tous ces acteurs-là, il fut un temps. L'obsession de Poutine ira jusqu'au bout.
C'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent et nous regardent, Jean-Yves Le Drian. Votre expérience, elle nous intéresse ce matin. Pourquoi ? Parce que vous étiez ministre de la Défense en 2014, quand les Russes ont envahi la Crimée et le Donbass. Vous étiez en poste quand les accords de Minsk, ce plan de paix, ont été scellés entre l'Ukraine et la Russie, sous le regard des Européens. On était là, nous, autour de la table. Et presque 10 ans plus tard, on est en pleine guerre avec des Russes qui ont obtenu d'autres territoires ukrainiens. Qu'est-ce qu'on a raté ? Je vous ai dit tout à l'heure que la logique de Poutine était toujours la même. Poutine n'arrête pas, Poutine poursuit son objectif, Poutine a le temps. La différence d'ailleurs du moment, c'est que Trump n'a pas beaucoup de temps. Poutine a tout le temps. Donc il attend, il a la patience stratégique, comme on dit en langage un peu sophistiqué. Mais nous avions le temps. Nous avions le temps. Nous n'avons pas cru que Trump ferait ce qu'il dirait. Et là, mon expérience montre que Trump fait toujours ce qu'il dit. Parfois, il se trompe, parfois, il recule, mais il fait toujours ce qu'il dit. Il l'a fait pendant les 4 années où il a été d'abord en responsabilité. Et là, il est beaucoup plus fort. Parce qu'il a pour lui un résultat électoral non contesté. Il a pour lui le Congrès, à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Il a pour lui une certaine connivence de la Cour suprême. Et il a pour lui une forme d'opinion publique. Bref, il a une période là où il fait tout, il s'institue comme une espèce d'autocrate américain. D'où mon interrogation, est-ce que nous ne sommes pas au-devant de ce renversement d'alliance ? Est-ce qu'on a été trop naïf ? C'est ce qu'on comprend là quand on vous écoute, Jean-Yves Le Drian. On n'a pas cru en Donald Trump, à ce qu'il disait. On a cru, malheureusement, Vladimir Poutine, lorsqu'il a signé un accord de paix avec les Ukrainiens en 2014. Vous dites, il faut s'organiser maintenant en Europe. Il faut s'organiser autour d'une Europe de la défense. Ça, pardon, mais vous l'avez dit en 2015. Oui. On a retrouvé un discours en 2015 où vous parlez déjà d'Europe de la défense. On est 10 ans après, là encore, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que dit et répète le président de la République depuis le début, dans les premiers discours de la Sorbonne et dans les seconds. C'est le président de la République qui, à plusieurs reprises, a souhaité que les Européens s'organisent pour affirmer leur puissance et puis affirmer leur autonomie stratégique. Parce que Poutine n'arrêtera pas. Et mon interrogation aujourd'hui, après ce que je vois, c'est, je vais être très brutal, c'est à qui le tour, maintenant ? Parce qu'il n'arrêtera pas. Il faut avoir peur, nous, Français. Quand François Bayrou dit, par exemple, voilà, le risque, il est y compris pour le territoire français. À qui le tour demain ? À partir du moment où on donne quitus à Poutine sur l'occupation de l'Ukraine, je fais une petite parenthèse quand même, pour la négociation, la dite négociation entre les États-Unis et la Russie, on ne va pas en négociation en donnant déjà raison sur tous les points de ce que demande Poutine avant le début de la négociation. Parce que finalement, le début de la négociation, c'est Poutine veut que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Trump lui dit non, ils ne rentreront pas dans l'OTAN. Poutine veut réformer les frontières parce que son but c'est aussi de redessiner la carte de l'Europe. Il veut garder les territoires annexés. Eh bien, Trump dit oui, bien sûr, on n'ira pas dans les mêmes frontières. Troisièmement, il dit il faut que Zelensky s'en aille. Bien sûr, il faut qu'il s'en aille, évidemment. Et quatrièmement, il faut pas que les Américains apportent leurs garanties de sécurité à l'Ukraine parce que les Russes ne l'accepteraient pas. Tout cela a été cédé avant même que la discussion commence. Et quand j'entends le président Trump dire il faut une paix par la force, je dis non, ce qui se passe maintenant, c'est une paix par la faiblesse. Pardon, la mais faiblesse la paix des par Américains. La force, on l'a entendu évidemment dans la bouche du président Donald Trump le jour de son investiture, et on l'a entendu avant-hier dans la bouche de la présidente de la Commission européenne qui dit il nous faut une paix par la force. Deux questions. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment utile de reprendre précisément les termes du président américain ? Moi, je réponds, c'est une paix par la faiblesse des États-Unis qui lâchent devant Poutine. Mais pour nous, on s'abaisse devant Poutine. Mais ça veut dire quoi la paix par la force du point de vue européen alors ? Donc de ce côté, à ce moment-là, il faut évidemment que les Européens se ressaisissent parce que c'est notre propre sécurité qui est en cause. À partir du moment où on semble se dessiner vers un renforcement d'alliance, d'où la nécessité de regrouper en particulier les membres européens de l'OTAN. C'est ce que fait le président de la République aujourd'hui, et il a raison d'être à l'initiative pour voir ensemble comment est-ce qu'on continue à soutenir l'Ukraine, parce que la guerre continue. Celui qui mettra fin à la guerre, c'est l'Ukraine. C'est Zelensky, c'est pas d'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à soutenir l'Ukraine en ce moment ? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut constituer un bloc des Européens de l'Alliance ? Parce que l'Alliance Atlantique, c'est 32 membres. Les États-Unis, c'est 1 membre.
Donc il y en a encore 31. Donc, il faut et ils peuvent plus de s'organiser entre eux, à la fois pour peser dans les discussions et pour peser sur les initiatives de Donald Trump, parce qu'à un moment donné, il faudra bien une grande explication. Cette grande explication au sein de l'Alliance, elle interviendra, à mon avis, au moment du sommet de l'Alliance, qui va venir vite, au mois de juin prochain, pour savoir quelle est notre structure, quels Vous sont nous nos dites que fondamentaux. c'est le moment pour les Européens de prendre le contrôle opérationnel de l'OTAN en Europe ? Je dis que c'est le moment pour les Européens d'affirmer leur force dans l'ensemble de l'Alliance Atlantique, parce que c'est leur propre sécurité qui est en jeu. Mais c'est un des moment mots... historique. C'est-à-dire, c'est le monde de 1945 s'écroule, un nouveau monde est en train de naître, de s'affirmer, dans des conditions extrêmement dramatiques, à mon avis, en particulier pour les Ukrainiens, mais pour les autres à venir, parce que demain, ce sera peut-être la Moldavie, après-demain, ce sera peut-être l'Estonie, parce que Poutine n'arrêtera pas. Vous me faisiez allusion tout à l'heure au fait que j'ai pu fréquenter ces instances à un moment donné dans des discussions autour du statut de l'Ukraine après les accords de Minsk II. Ben oui, j'ai passé des heures et des heures avec mon collègue allemand, avec le ministre ukrainien et le ministre russe Lavrov, à discuter, à chipoter sur des retraits d'armes, sur des échanges de prisonniers. On voyait bien que la posture russe, c'était d'attendre l'étape suivante. L'étape suivante, elle est venue. C'est l'occupation, l'agression en 2022. C'est ça la logique de Poutine. J'ai le temps et j'irai jusqu'au bout de mes intentions. Mais quel poids, nous, on a, Européens, quand vous voyez ce qui s'est passé là depuis la réunion organisée à l'Élysée avec les dizaines de dirigeants européens, ils ressortent, ils disent pas la même chose, notamment sur l'envoi de troupes sur place. C'est une autre question. Mais la question de fond, c'est est-ce que les Européens vont décider ensemble de constituer un pôle fort, un pôle européen, un pôle majeur au sein de l'Alliance Atlantique. C'est ce dont ils vont parler maintenant. On a beaucoup de questions encore à vous poser. Oui. Jean-Yves Le Drian, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On laisse passer le fil info 8h45. Maureen Suignard. Il reconnaît ne pas avoir cherché à savoir ce qu'il se passait à Notre-Dame de Bétharram. L'inspecteur académique qui s'est rendu dans l'établissement scolaire du Béarn en 1996. Témoignage dévoilé ce matin par la cellule investigation de Radio France. Je suis sidéré et révolté par la désinvolture de cet inspecteur, réagit sur France Info le porte-parole du collectif des victimes. Plus d'une centaine de plaintes pour des agressions physiques et sexuelles ont été déposées depuis. Emmanuel Macron affirme que la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. Le chef de l'État écarte cependant pour le moment l'idée de l'envoi de troupes au sol. Il annonce la tenue d'une nouvelle réunion en urgence aujourd'hui avec d'autres dirigeants. Les 3/4 des grandes entreprises ne respectent pas la loi concernant les voitures électriques. C'est ce qu'affirme l'ONG européenne Transport et Environnement qui milite en faveur de la transition écologique. Depuis 2019, les entreprises françaises de plus de 100 salariés doivent s'équiper pour verdir leur flotte. Pas de renversement de situation pour l'AS Monaco. Le club est éliminé de la Ligue des Champions de football par le Benfica Lisbonne. Suite des matchs de barrage retour ce soir avec PSG Brest à suivre sur France Info dès 21h. Le PSG qui s'est imposé 3-0 à l'aller. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Et toujours avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, également représentant personnel du président de la République au Liban. J'ai d'ailleurs une question, parce que vous nous avez dit quelque chose de très grave tout à l'heure. On assiste sans doute au début, aux prémices d'un renversement d'alliance. Qui nous parle ce matin? Est-ce que vous dites tout bas ce qu'Emmanuel Macron... dites tout haut ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas. Je ne suis pas en responsabilité gouvernementale, je suis libre de mes propos et il faut les prendre comme cela. Mais c'est mon impression. Alors, j'espère que je me trompe, mais c'est le sentiment que donne la présidence Trump depuis qu'elle est installée, avec l'ensemble des signes qui sont affichés, à la fois à l'égard des amis historiques des États-Unis, mais aussi dans la guerre commerciale qui va commencer, dans la guerre idéologique qui est ouverte depuis les discours de Vance à Munich. Bref, tout ce discours, le discours de Vance à Munich, ressemble quand même beaucoup au discours de Poutine. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'un et l'autre soutiennent l'AfD, le parti d'ultra-droite allemande, à une semaine des élections. Parce que l'Allemagne, c'est aujourd'hui le maillon faible. Et donc, tout est orienté contre l'Allemagne. C'est assez dramatique, la situation. Mais du coup, c'est intéressant ce qui se passe au niveau européen. Jean-Yves Le Drian, vous voyez les divisions qui se montrent aujourd'hui au niveau européen. On a les Allemands, effectivement. Qu'est-ce qui se passe si le 24 février, l'AfD gagne ? J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais il y a aussi Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien aussi, qui est oui, mais elle était là. Pro-Trump. Elle était là. Pour critiquer la réunion. Le sujet concernant les Européens, je parle de l'Union européenne, et je vais dire deux mots sur les Européens dans l'Alliance, mais l'Union européenne, quand il y a eu des moments graves,
elle s'est toujours ressaisie. Moi, je me souviens du moment du Brexit, j'étais en responsabilité, on disait le Brexit, ça va toucher d'autres Européens, certains vont partir, c'était l'époque où la Pologne était dirigée par la partie la plus conservatrice, et ils ne sont pas partis parce que leur intérêt n'était pas de partir. Quand il y a eu le Covid, on a dit les Européens vont se disloquer, les Européens se sont réunifiés. Pardon, mais là, c'est pas beaucoup plus grave. Quand il y a eu la crise ukrainienne, non. C'est il y a 3 ans, j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque. Au début de la guerre en 2022. Au début de la guerre en 2022, les Européens ont été totalement unis. Même ceux qui criaient fort. Mais quelque chose n'a pas changé, Jean-Yves Le Drian. C'est-à-dire que depuis toujours, l'Union européenne s'est faite avec, on va dire, l'assentiment des Américains, même s'ils étaient pas. Là, ce que dit par exemple un parlementaire éminent en Allemagne, qui est plutôt réputé d'ailleurs comme étant atlantiste, il dit les Trumpistes veulent nous faire la peau, ils veulent diviser l'Europe. Oui, c'est surtout Poutine qui veut fragmenter l'Europe. Mais là, il dit ça des Trumpistes. Mais Trump aussi, parce que Trump et les Trumpistes visent l'Allemagne en particulier. Et c'est l'Allemagne qui peut être aujourd'hui le maillon faible. J'espère que les électeurs allemands sauront faire en sorte que l'Allemagne garde son destin européen. Sur la question de ce que peut faire l'Europe, il y a les sanctions économiques, notamment 16e train de sanctions qui sera effectif à partir de lundi prochain. On a le sentiment qu'on se pose la question de leur utilité. Leur utilité, je suis désolé de le rappeler là maintenant, c'est que lorsque Poutine a voulu envahir l'Ukraine, il a échoué. Il faut quand même redire cela. Je me souviens tout à fait de ce moment où on annonçait qu'au bout d'une semaine, en février 2022, Kiev aurait été prise. Nous sommes 3 ans après, Poutine a échoué grâce à la formidable résistance des Ukrainiens, mais grâce aussi au fait que les Européens se sont renforcés, se sont mobilisés, y compris d'ailleurs au sein de l'OTAN, puisque la Finlande et la Suède sont rentrées dans l'OTAN pendant ce temps-là. Donc Poutine a échoué. Je vous rappelle que lorsque les forces russes sont rentrées en Ukraine venant de Biélorussie, les généraux et les officiers avaient dans leur pactage la tenue d'apparat pour défiler la semaine suivante dans les rues de Kiev. Ils l'ont toujours. D'autres dernières questions sur ce dossier ukrainien. On a entendu, on a lu ce matin les propos d'Emmanuel Macron concernant le fait que la France n'avait pas l'intention d'envoyer pour le moment des troupes au sol belligérantes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être ferme face à Vladimir Poutine. Si ça passe pas par des troupes au sol, ça passe comment ? Ça passe par le renforcement de l'armement en ce moment, parce que la guerre continue. On envoie des armes ? Alors, il faut continuer l'effort. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens qui vont se réunir au sein de participants de l'Alliance Atlantique à Paris vont continuer cet effort-là. Il est poursuivi, il faut le poursuivre. Sur la question il ne faut pas confondre 2 choses. La question des forces combattantes potentielles dans le combat qui se poursuit, et que Zelensky poursuit, et par ailleurs les garanties de sécurité qui pourraient être apportées au moment où, d'aventure, il y aurait un cessez-le-feu ou un accord de paix. À ce moment-là, c'est une autre donne. Mais à ce moment-là, il faut savoir quel est le mandat, qui va participer, sur quel mandat pour assurer la sécurité de l'accord de paix. Mais pour l'instant, l'accord de paix n'a pas commencé. Il y a du déclaratif, il n'y a pas d'action. D'ailleurs, la preuve, c'est que le responsable principal de l'Ukraine ne sera pas là. On change de région du monde maintenant, Jean-Yves Le Drian. Le Hamas va restituer 4 corps demain et libérer 6 otages israéliens samedi. Il y a la réalité de la trêve, les libérations d'otages et de prisonniers palestiniens, et il y a aussi la volonté politique de Donald Trump, là encore, de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher aujourd'hui ? C'est complètement irréaliste et en même temps provocateur. Je pense que l'intéressé le sait. C'est pas complètement nouveau parce que dans la période antérieure, Monsieur Kouchner, qui était son envoyé spécial pour le Proche-Orient, avait déjà émis l'idée d'un ensemble de Riviera pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité économique forte dans cette région. Donc c'est un thème habituel, c'est le thème du mania immobilier. Il a l'air déterminé, il a le soutien des Israéliens là-dessus. Dans une telle logique, ça s'assimilerait à une déportation. Parce que les 2,5 millions, 200 000 Palestiniens qui sont aujourd'hui sur le territoire de Gaza, ils vont aller où ?
lui, il dit en Jordanie, en Égypte. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas chez eux. Qu'est-ce que vous disent les pays arabes? Ils se réunissent en sommet demain. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense que la solution, deux ou trois observations sur cette situation. La solution Trump est parfaitement irréalisable, même contraire au droit international, mais je sais que ce n'est pas la préoccupation principale du président Trump que le droit international, mais il n'empêche que vous imaginez les scènes de déportation que ça peut entraîner. J'ajoute à cet égard que le peuple palestinien existe et qu'on ne trouvera pas de solution dans cette région sans considérer qu'il y a un peuple palestinien qui a le droit à un État, qui a le droit à une histoire, qui a le droit à un destin, même si il y a eu ces excès terroristes du pogrom du Hamas. Il n'empêche que le Hamas, c'est pas tout le peuple palestinien. Et je constate que, par ailleurs, la réponse disproportionnée qui a été menée par Israël n'amène pas non plus de plan de paix. Israël n'a pas réfléchi au jour d'après. Nous sommes là maintenant devant le jour d'après. Et je pense que l'initiative arabe est une initiative opportune. Eux-mêmes peuvent le porter, sont peut-être les seuls à pouvoir porter une initiative de reconstruction, de sécurité et d'acheminement politique. Donc la France soutiendra l'initiative arabe ? On ne la connaît pas encore, ils y travaillent, oui. Mais je pense que c'est sur la base de l'initiative arabe que l'on peut avancer. Et juste une dernière question sur le sujet de Gaza. La position de la France depuis des décennies, c'est deux États qui vivent côte à côte. Oui. Si on suit la logique, pourquoi la France ne reconnaît pas l'État palestinien aujourd'hui ? On verra au moment de... Moi, c'est pas à moi de répondre à cela, je ne suis pas en responsabilité pour le faire. Vous comprenez pourquoi on tarde ? Oui, parce que c'est aussi un argument politique. Et je pense que lorsqu'il va y avoir, à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, cette rencontre en juin sur la solution à deux États, c'est déjà d'une certaine manière être partenaire de cette solution. Jean-Yves Le Drian, vous êtes aussi le représentant personnel du président au Liban, on le disait. Le Liban où la France vient de saluer le retrait effectif des troupes israéliennes dans le sud du pays, mais elle attend toujours un retrait total. Le Liban parle, lui, d'occupation, c'est le terme ? Dans ce panorama que nous venons de faire, qui est assez dramatique, il y a quand même des moments un peu d'espoir. Le Liban en fait partie. Le Liban a retrouvé un ordre constitutionnel. Il y a un président de la République, le président Joseph Aoun, qui a été élu. Il a été élu sur des principes clairs, et en particulier la nécessité des réformes économiques, financières, la nécessité de l'indépendance de la justice, ce n'est pas rien quand on se rappelle l'explosion du port de Beyrouth, et aussi le monopole par l'État de l'ensemble de l'armement et de l'intégrité territoriale du Liban. Ça signifie que le Hezbollah serait désarmé. Est-ce que c'est pas un vœu pieux ? Ça veut dire que le Hezbollah va devoir considérer qu'il y a un État qui fonctionne au Liban, qu'il y a des forces armées libanaises qui sont constituées et que la sécurité de la frontière du Liban au sud dépend de l'autorité de l'État et non pas d'un groupe politique. Mais qu'est-ce que la France peut faire à la place qui est la sienne pour désarmer le Hezbollah ou pour éviter qu'il se réarme après les coups durs que lui a porté Israël ? La France est là. La France est là parce qu'elle est garante avec les Américains et les Israéliens et les Libanais du respect du cessez-le-feu sur la frontière sud. Alors il reste encore 95% du retrait israélien a été aujourd'hui effectué. On n'est pas encore sur un retrait total. On n'est pas sur un retrait. Il reste 5 points où manifestement il y a des irritations et je pense que ça peut se régler avec une bonne compréhension des uns et des autres, y compris la compréhension israélienne, sur 5 points qui pouvaient être sensibles et sur lesquels il y aurait des armes cachées. À vérifier, mais en tout cas, aujourd'hui, le grand réconfort, c'est qu'il y a un État libanais qui commence à fonctionner. Mais encore une fois, le Liban peut se défaire de l'emprise du Hezbollah ? Le Liban avait passé 2 ans sans gouvernement. Il y a maintenant un gouvernement. Il y a un chef de l'État qui a la responsabilité aussi des armées. Il y a des forces armées libanaises qui fonctionnent. Je pense qu'il faut aider ce gouvernement à assurer la maîtrise de la totalité de l'espace libanais, et y compris le renforcement de la sécurité par le biais des forces armées libanaises, qui sont les forces armées libanaises de l'État. On reste dans la région. Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron a invité à Paris dans les prochaines semaines le nouveau président syrien par intérim, Ahmed al-Shara. Est-ce que ça veut dire qu'on fait déjà confiance aux groupes rebelles qui ont pris le pouvoir ? C'est un soulagement quand même de voir la dynastie sanguinaire des Assad évacuée.
c'est en même temps une préoccupation, parce qu'il ne faudrait pas que la suite de ce renversement se traduise par une fragmentation comme on a connu en Irak ou en Libye. Il faut donc faire en sorte qu'il y ait une transition inclusive. C'est ce que souhaite le président de la République, ce que souhaitent d'ailleurs les Européens, et c'est ce qui est ressorti de la conférence sur la Syrie qui a été organisée par Emmanuel Macron il y a peu de temps. Mais comment on Il s'assure semble que bien que le président de transition veut engager un processus. Il a créé pour cela un comité préparatoire permettant un dialogue national pour aboutir à une nouvelle constitution. Il faut l'accompagner dans ce sens, avec beaucoup de vigilance, garder les yeux ouverts. On sait d'où il vient. Il avait des liens avec Al-Qaïda, on sait aussi avec l'État islamique. On sait aussi ce qu'il est devenu. Donc oui, c'est mieux, mais vigilance. Et s'il y a une transition, qu'elle aille jusqu'au bout. Merci Jean-Yves Le Drian. On retient vos mots très forts ce matin à propos de la relation États-Unis-Russie. C'est un renversement de l'état du monde depuis 1945. Tout se présente comme si nous étions dans une sorte de renversement d'alliance. On aura évidemment l'occasion d'y revenir aujourd'hui sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, les informer dans quelques minutes.